Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation constructive. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Xavier Mirour, responsable de l'association ACIT, bien connu de celles et ceux qui utilisent les portails comme Viageo ou Plan Réseau. On va parler de l'origine de l'association ainsi que ses activités et services. On discutera pourquoi le partage des données et leur gouvernance sont cruciaux pour notre industrie. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier, Salut Sven, merci d'être venu aujourd'hui nous rencontrer à Lausanne pour cette conversation constructive. merci pour l'invitation. Déjà, qui es-tu? Et puis, qu'est-ce que tu penses que nos auditeurs vont apprendre de ta conversation avec nous? Alors je m'appelle Xavier Mérour, j'ai 45 ans, je dirige l'ACIT, qui est l'association pour le système d'information du territoire. C'est une association qui est active en Suisse romande et qui regroupe actuellement environ 420 organisations membres. J'espère que vos auditeurs, à l'issue de cette conversation, en tout cas pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, ils auront retenu que l'information géographique et la géodonnée est une data hyper centrale pour tous les métiers de la construction et plus généralement les métiers des territoires, et puis qu'on a besoin d'accéder à ces données de manière fiable et utile, d'avoir des données fiables et de qualité. Et peut-être même que j'aurais donné envie à certains de convaincre leur employeur d'adhérer à l'association. Super, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et puis comment tu es arrivé justement à cette association de l'ASIT? Ouais. Alors, j'ai un background scientifique qui m'a conduit tout d'abord vers un diplôme d'ingénieur agronome. Et puis après ces études, pendant ces études, j'avais fait un échange académique en Suède et qui m'a ouvert en fait aux technologies des systèmes d'information géographique, de la cartographie, que j'ai adoré. Je trouvais que c'était un lien parfait entre le territoire et le réel, et puis le côté plus technologie informatique que j'aime aussi. Et puis c'est comme ça que je me suis spécialisé en géomatique et télédétection. Et puis je suis arrivé en Suisse il y a 18 ans et je suis en poste à l'ACIT depuis lors, tout simplement. Ok, donc premier job en Suisse, et puis... Exact. Ok, super. Ouais. Justement, pour beaucoup d'entre nous, l'ASIT, c'est un petit peu le portail où on va chercher nos données pour nos projets. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, cette association, et puis finalement, quelle est votre mission? Donc, à l'origine de l'association, il y avait la volonté de plusieurs acteurs du territoire de se réunir pour trouver une solution pour faciliter le partage des données sur le territoire. C'était des administrations publiques, c'était des acteurs dans les bureaux, en particulier les géomètres, et puis également, par exemple, des gestionnaires de réseau. C'était les principaux acteurs qui étaient autour de cette table. On parle d'une époque il y a plus de 30 ans en arrière où le numérique était encore au balbutiement, mais il y avait déjà en fait vraiment cette importance qui était donnée à la donnée géographique et la vraie problématique de savoir comment on échange. Sachant qu'à l'époque, il y a 30 ans en arrière, Internet, 1994, pointait son nez gentiment. Puis c'est comme ça que la forme associative a été retenue par ces acteurs, et 30 ans après, en fait, nos missions, elles n'ont pas changé, et on en a deux qui sont inscrits dans nos statuts. La première, c'est faciliter le partage de données sur le territoire, notamment via un portail dont on parlera, je pense, plus tard, viageo.ch, et puis promouvoir la connaissance et le partage d'informations, le réseautage entre acteurs du territoire, toujours en lien avec les thématiques de la géoinformation. Et puis, justement, comment, au niveau de son fonctionnement, comment c'est organisé, peut-être qui c'est qui a dedans, comment c'est financé, un peu comment ça marche cette association? Donc c'est une association qui a un fonctionnement d'association tout à fait classique. On a un comité, qui est le comité, ce qu'on appelle le comité directeur, qui est constitué de 9 représentants de tous nos membres. Quand je dis tous nos membres, c'est tous les secteurs d'activité qui sont représentés dans nos membres. Donc on a des acteurs publics, on a des acteurs privés, cantons, communes, des bureaux, des écoles, etc. On a une équipe salariée, donc que je dirige. On est 3 personnes dans cette équipe, et puis je dirais c'est la cheville ouvrière au quotidien de l'association qui l'a fait fonctionner. Et puis on a une fois de plus, comme dans toute assemblée, dans toute association, une assemblée générale qui se réunit une fois par an, et puis qui, sur proposition du comité directeur, valide les budgets et les projets de chaque année.
Après, au niveau de son financement, on est une association, c'est important à savoir, à but non lucratif. Donc, en fait, on ne vend pas de service. Par contre, on est au service de nos membres. Et c'est à ce titre que tout le budget, en fait, est financé à 95% par les cotisations de nos membres. Donc, on a un fonctionnement vraiment qui est entièrement basé quasiment entièrement basé sur l'apport de nos membres en termes de cotisation. Ok, donc finalement, quand moi je commande des choses puis que je vois un prix en face, finalement, il y a peut-être eu des frais de dossier ou quelque chose comme ça, mais quasiment l'intégralité de ce que je payerais comme utilisateur, ce serait en fait finalement pour acheter des services aux fournisseurs de base ou quelque chose comme ça. Oui, alors nous, en tant qu'association, on ne prélève pas sur nos services. C'est-à-dire, soit vous êtes membre de l'association, vous avez accès à un certain nombre de services, et puis c'est dans la cotisation. Okay. Soit vous n'êtes pas membre, et puis vous avez aussi accès à plein d'informations, plein de données sur le territoire. Si éventuellement ces données sont payantes, elles ne sont pas facturées par l'association, elles sont facturées par le fournisseur, qui les met à disposition via notre plateforme. Donc nous, en tant que tel, il n'y a pas de commission au passage, on va dire. Voilà. Ouais, comme ça, je pense que c'est bien que les gens sachent un petit peu aussi comment ça fonctionne, quoi. Et puis, justement, on connaît bien ce portail, on va dire, d'information du territoire, mais peu les autres activités que vous avez ou les autres services que vous faites. Tu peux nous faire un petit peu un tour d'horizon de ce que fait l'association, on va dire, pour ses membres et puis pour le public. Ouais. Alors, je reviens un tout petit peu sur Viageo, qui est effectivement un peu notre vitrine, le portail le plus connu, qui est notre activité principale. C'est vrai que c'est un portail qui est connu, qui est bien installé, puis qui est utilisé par nombreux professionnels au quotidien, ou en tout cas hebdomadairement. Et puis, ça permet de télécharger toutes sortes de données sur le territoire, que ce soit des données de référence, comme la mensuration officielle, des données comme des nuages de points, des données de référence de Suisse Topo, des données 3D, données environnementales, etc. etc. Donc ça, c'est un catalogue de plus de 600 géodonnées. Et puis, à côté de ça, depuis plusieurs années, on a développé un deuxième portail qui est plus spécifique lié à la thématique des réseaux souterrains, un portail qui s'appelle planreseau.ch, et puis qui permet d'accéder au plus simple et puis de manière spécifique à cette thématique des réseaux. Ça, c'est un portail qui fonctionne bien aussi maintenant, et puis je dirais qui a même pris, en tout cas en termes de visibilité et puis de consultation au quotidien, c'est kiff avec viageo.ch. Ça, c'est nos activités en ligne. Et puis les autres activités qu'on a, c'était cette deuxième axe en termes de mission, c'est-à-dire plus le côté partage d'informations, réseautage. Et puis là, on organise différents événements, on organise des séminaires à thème, on publie des brochures aussi thématiques de vulgarisation dans différents thèmes ou des problématiques qui sont en lien avec les métiers du territoire et toujours avec ce fil conducteur qui est un peu la donnée géographique. Voilà. On a d'autres activités encore un petit peu plus spécifiques. Par exemple, on propose, ça c'est réservé à nos membres, des fonds de plans cartographiques qui permet en fait à des membres qui souhaitent pouvoir directement dans leurs outils pouvoir consulter de la donnée, puis la superposer avec leurs propres données de projet, par exemple, de pouvoir le faire via des géoservices, donc des formats standards qui permettent de manière très fluide de consulter de la donnée, typiquement des données cadastrales de référence, ou des fonds de cartes un peu plus light, on va dire, qui permet plutôt d'avoir un habillage sobre, et puis qui vient se combiner avec les propres données des utilisateurs. Ok, ouais. Bon, ça fait déjà pas mal de choses. Dans votre catalogue, justement, on peut retrouver des données publiques et aussi des données privées. Justement, il y a un petit peu les deux types de fournisseurs. Ouais. Qui c'est qui peut proposer justement des données à vos membres, enfin à travers votre plateforme, et comment ça se passe pour cette intégration? Alors, tout type d'acteur, qu'il soit public ou privé, peut effectivement utiliser notre plateforme pour diffuser de la donnée. C'est une d'ailleurs des particularités de la plateforme. Il en existe plusieurs, bien sûr, dans les différents cantons, à l'échelle nationale ou à l'échelle plus régionale. On a cette particularité d'intégrer les données publiques et des données privées. Puis c'est un choix qui a été fait dès le début, dès la création de l'association, par ces acteurs qui sont et publics et privés, dans les membres fondateurs. Parce que pour nous, l'activité sur le territoire, il y a des acteurs publics qui gèrent plutôt de la donnée de référence, de la donnée un petit peu normative. Puis il y a des acteurs privés qui sont aussi producteurs de données, je pense aux gestionnaires de réseau. Il n'y a pas de raison de dire pour certaines données, vous devez aller sur un portail, et puis pour d'autres données, il faudra aller sur un autre. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette dimension publique et privée.
En fait, la seule condition pour pouvoir diffuser de la donnée sur notre plateforme, c'est être membre de l'association. Donc, en fait, le membre devient ce qu'on appelle membre fournisseur, enfin, l'organisation qui souhaite diffuser de la donnée. Puis à partir de ce moment-là, il a accès à notre portail pour pouvoir, d'une part, référencer sa donnée, pouvoir définir ses conditions d'utilisation, ses modalités de diffusion. Ce que j'entends par conditions d'utilisation, c'est bien sûr des éventuelles licences ou restrictions à l'utilisation, des notices techniques, etc. Ça peut être la tarification. On a des données qui sont gratuites, c'est la majorité. On a des données aussi parfois qui sont payantes, en tout cas qui sont soumises à un émolument. Tout ça, c'est possible via la plateforme et c'est le choix, c'est la décision du fournisseur. Nous, au niveau association, on met à disposition la plateforme. Après, chaque fournisseur décide des modalités qui souhaitent appliquer à l'accès à ces données. Et puis, un autre aspect qui est extrêmement important et qui est aussi une particularité de notre plateforme, c'est que le fournisseur gère lui-même la diffusion. C'est-à-dire que le portail centralise l'accès à la donnée, mais il ne centralise pas la donnée elle-même. Donc là, on est dans une logique d'architecture décentralisée où la donnée source reste chez le gestionnaire de la donnée. Et c'est simplement via la plateforme que l'utilisateur qui a besoin d'une donnée X ou Y va pouvoir faire sa demande ou télécharger directement la donnée, mais via notre portail, pas sur notre portail directement. Physiquement, les données sont toujours chez les fournisseurs. Puis ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le fournisseur reste maître de la diffusion de sa donnée. Il sait qui y a accès, il peut restreindre les accès s'il souhaite. Et puis c'est aussi une particularité de notre plateforme qui permet en fait de couvrir un peu tous les cas de figure selon la nature de la donnée ou la nature du gestionnaire de la donnée qui souhaite la rendre plus ou moins accessible, plus ou moins ouverte. Ok, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est peu courant. Puis en fait, vous vous positionnez vraiment comme, on va dire, comme relais pour vos fournisseurs et puis un peu comme interface avec le public qui serait intéressé, quoi. Donc c'est moins courant. Effectivement, c'est moins courant. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'énorme avantage, c'est qu'on peut accueillir tout type de données. L'inconvénient, c'est que pour un utilisateur, parfois, il y a beaucoup de données de niveaux d'importance, entre guillemets, différents. Et puis, il faut un petit peu se faire orienter parfois dans ce catalogue qui est un peu foisonnant. L'énorme avantage, par contre, c'est que ça nous permet aussi bien d'accueillir des acteurs nationaux comme CFF et Swisscom qui utilisent notre plateforme pour diffuser de la donnée, que un acteur local, une commune de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants qui gère son réseau d'eau, son réseau d'assainissement. Et puis, il peut utiliser la plateforme aussi pour le diffuser à côté de Swisscom ou CFF, à ses conditions et avec ses modalités techniques. Donc, c'est ça, je dirais, une des forces de Viageo. Ce qui permet au final à l'utilisateur de lui pas se poser la question. Il vient sur la plateforme et il sait qu'il va trouver la donnée locale et puis la donnée nationale sur la même plateforme. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveaux jeux de données, justement, qui devraient faire leur apparition dans les semaines, mois, années à venir, que tu imagines? Ouais. Alors, on a environ par an 5 à 10 nouveaux fournisseurs de données, donc qui deviennent membres fournisseurs et puis qui commencent à diffuser des données. Donc, je dirais, des données, on a toujours des nouvelles. Il y en a beaucoup, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire, d'une commune à l'autre, les communes gèrent à peu près les mêmes jeux de données. Mais par contre, ça permet gentiment d'avoir une couverture géographique la plus complète. Et puis, parfois, on a des acteurs. Récemment, par exemple, on a accueilli une start-up, les PFL, qui s'appelle Zoofly, qui est spécialisée dans les données, l'acquisition et la production de données 3D, et puis qui propose un package de données un peu tout prêt à l'emploi pour faire typiquement des maquettes blanches pour des projets d'architectes ou d'urbanistes. Puis ça, c'est des données qui sont venues enrichir le catalogue et puis qui permettent à certains métiers qui ont besoin de ces données-là de pouvoir en quelques clics les récupérer. C'est des données qui sont aussi fournies dans des formats qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à il y a 6 mois en arrière ou 1 an en arrière, des formats plus justement très liés au métier de la construction, des IFC ou des DVG 3D avec certaines contraintes ou certains besoins qui sont spécifiques à ces métiers de la construction. Et puis ça, c'est aussi intéressant parce que la plateforme, en fait, elle évolue en fonction des besoins des utilisateurs et puis des fournisseurs qui disent tiens, moi j'ai ça à proposer et puis j'utilise la plateforme pour le rendre accessible. Ouais. Puis justement, pour revenir un peu sur ces fournisseurs, comment est-ce que vous faites pour les motiver, on va dire, à venir partager
leurs données via la plateforme? Alors, ça dépend beaucoup du profil du fournisseur. On a plusieurs cas de figure. Je dirais on a les acteurs publics qui sont plutôt poussés par des obligations légales, en tout cas dont leurs activités sont encadrées par des obligations légales. Je pense par exemple à la loi sur l'agent information qui encadre le fait que certaines données doivent être produites par des cantons, des communes ou la Confédération, et puis doivent être mises à disposition du plus grand nombre. Donc ça, nous on dit, ben voilà, là, vous avez une plateforme qui est prête à l'utilisation, et puis vous pouvez répondre à vos exigences légales avec viageo.ch. Après, on a des acteurs qui ont une pratique historique de diffuser de la donnée un peu à l'ancienne. Je réponds par mail, par fax, par téléphone. Et puis, la plateforme leur permet finalement d'homogénéiser et puis de proposer un canal unique à tous leurs utilisateurs. Donc ça, c'est aussi une manière de, sans parler d'industrialisation, mais en tout cas de moderniser la manière dont on diffuse la donnée, de pouvoir gérer un historique, de pouvoir gérer des demandes, de pouvoir répondre de manière systématique, etc. Puis d'avoir une vision d'ensemble avec un tableau de bord statistique, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. On a après tout ce qui est les gestionnaires de réseau, où il y a des obligations légales de plus en plus pour ces gestionnaires de réseau. Et puis surtout, en fait, ils ont besoin, pour éviter le dégât sur le terrain, l'accident de personnes, il faut rendre visible en fait ces données. Et puis, nos portails, que ce soit Viageo ou Plan Réseau, permettent, parce que les gens vont de plus en plus, c'est devenu un réflexe d'aller sur ce type de portail, en fait, si le nouveau chauffage à distance qui a été mis en service il y a 6 mois est disponible sur la plateforme, il est porté à connaissance, et puis si quelqu'un a un projet sur cette zone, il sait qu'il y a le chauffage à distance, il sait qu'il va pouvoir accéder au plan des canalisations. Alors que le projet est peut-être tellement récent que sinon il a pas forcément connaissance, puis il va commencer à faire son projet, puis il va taper la conduite, enfin voilà, ce qu'on peut connaître comme incident qui peut parfois coûter très cher. Donc il y a aussi pour certains une vraie motivation à être visible pour éviter l'accident en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça pourrait être utile d'avoir, je sais pas, une application mobile ou quelque chose comme ça, où je dis, je suis à un endroit, ça récupère ma position, puis même sans savoir quel est le type de réseau, ça pourrait dire, proche de toi, il y a quelque chose. Puis après, si tu veux en savoir plus, on va faire les commandes. Mais je sais pas si vous pourriez avoir une trace, peut-être, sans savoir exactement ce que c'est comme type de réseau, mais au moins un petit peu informer les gens. Ça pourrait être un moyen, on va dire, d'encore augmenter la valeur de votre plateforme, en fait. Alors, ce que planreseau.ch permet, c'est exactement ce que tu décris. Alors c'est pas une application au sens une app, mais c'est site web. Voilà, c'est un site web qui permet sur un attel de se présente comme une app, et puis qui permet effectivement d'être sur le terrain. Donc je pense à un responsable de chantier, il arrive le matin, il peut se localiser sur l'application, il dit je veux voir les réseaux sur cette zone, et automatiquement les réseaux vont être listés. Donc on va exactement dans cette direction. Et puis s'il veut aller plus loin, c'est-à-dire commander les plans, il passe à l'étape suivante, il sélectionne les plans qui l'intéressent, le format, PDF, DXF, et puis il passe commande. Avec une réserve, c'est que nos portails, c'est une déclaration volontaire des fournisseurs de données. Donc ça veut dire que si un fournisseur qui a du réseau sur la commune de Échalant n'a pas déclaré son réseau sur notre plateforme, bien sûr, elle sera pas visible. Okay, voilà. Mais c'est exactement dans cette direction qu'on souhaite aller. Et puis une fois de plus, c'est l'ADN de l'association, favoriser l'accès à la donnée sur le territoire. Et en ce sens, Plan Réseau y participe. Et puis justement, pour les propriétaires d'installation, ça peut être un moyen aussi de valoriser leurs données que de les mettre à disposition, enfin les vendre, enfin peu importe sous quel format ils aimeraient le mettre. Est-ce que tu vois des raisons qui pourraient faire qu'ils n'aient pas envie de venir sur une plateforme pour des raisons, je sais pas, de sécurité, quelque chose qui ferait que finalement ce serait une encouble, ou bien pas vraiment? Alors, très honnêtement, non. Plus maintenant, en tout cas. Je pense qu'il y a peut-être 10-15 ans en arrière, on était dans un autre état d'esprit où la culture de partage de la donnée était dans nos métiers, dans les métiers du territoire, la construction haute, n'était pas aussi évident que maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une vraie bascule, en tout cas, il y a une vraie évolution. Ce qui aujourd'hui encore freine peut-être certains à diffuser de la donnée. Si on met de côté toutes les données qui sont bien sûr
sensibles, secrets d'État, données personnelles, enfin voilà, toutes ces données-là qui bien sûr ne peuvent pas être diffusées facilement ou largement. Tout le monde a bien compris l'importance de la donnée. Tout le monde a bien compris que c'est pas en restant assis sur son jeu de données, chacun de son côté, qu'on va ni faciliter le travail de l'autre, ni le sien. Et puis qu'au final, la réciprocité, elle est plus intéressante que de bâtir des murs et puis garder chacun au chaud sa donnée, et puis faire du troc au cas par cas. Donc ça a vraiment évolué. Au contraire, je pense que les gens ont aussi compris que partager de la donnée, c'est bon pour leur image, c'est leur donner de la visibilité. On l'a dit avant, c'est éviter l'accident sur le terrain. C'est aussi une manière d'inventer des nouvelles formes de relations avec l'utilisateur, le demandeur, le client, on va dire. Le fait de dire, j'ai cette donnée, elle est disponible, vous pouvez venir la chercher. Alors peut-être il faut la demander, ou peut-être il faut juste la télécharger, mais en tout cas, il y a des canaux qui existent et qui sont facilités. C'est une manière de savoir aussi ce qui se passe sur le territoire pour ces acteurs. Je pense une fois de plus aux acteurs de gestion de réseau. Ils sont très friands de savoir, il y a une nouvelle construction qui va se faire par là, attention, il y a un chantier, on peut peut-être se coordonner parce qu'on a prévu ça dans 6 mois, etc. Puis plus l'information circule, plus ces informations, ces données-là permettent aussi d'être plus efficient en fait, dans son travail au quotidien, et puis d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur son territoire en fait. Donc je pense très honnêtement, mis à part les raisons que j'ai évoquées au début qui sont évidentes, je pense que la philosophie générale est de plus en plus au partage. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire aussi, le fournisseur de données, finalement, il va venir chercher de l'information auprès des gens qui font des chantiers pour savoir ce qui se passe un peu proche de son réseau, de laisser cette possibilité-là. Voilà, encore une fois, s'il y a des synergies à faire avec plusieurs travaux, etc., c'est peut-être aussi l'occasion pour dire, je profite que de toute façon on terrasse dans la zone pour refaire un bout de ma fibre optique ou quelque chose qui de toute façon sera impacté. Ouais. Donc ça, c'est une plus-value pour eux, quoi. Ouais, ce qui peut vraiment être aussi intéressant avec le fait qu'on rend visible de la donnée, de l'information sur le territoire, c'est que ça crée des synergies aussi avec différents métiers. Puis ça crée des synergies, si je prends par exemple une commune, il y a la commune qui gère les travaux, il y a la commune qui gère ses services industriels, il y a la commune qui gère les espaces verts, et puis il y a tous les acteurs, les mandataires privés qui agissent aussi sur le territoire, les architectes, etc. Et puis à un moment donné, de pouvoir dire, moi, à un moment donné, je suis architecte, j'ai besoin d'accéder à de la donnée réseau. Je vais commander sur plan réseau, par exemple, mes réseaux souterrains. On va pouvoir l'informer par ce canal. Attention, sur telle commune, si vous voulez faire par exemple, une ouverture dans la route, vous devez faire une demande de permis de fouille. Et puis hop, on renvoie vers le processus métier de la commune en question qui permet... Donc il y a aussi ces synergies comme ça qui sont intéressantes, qui vont au-delà de la géodonnée en tant que telle, mais qui permet finalement que tout le monde soit gagnant parce qu'on lit les choses. Et puis on est dans un monde tellement complexe. Il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'acteurs. Et puis ce millefeuille, parfois, il n'est pas forcément évident à se positionner. Et puis des portails comme Plan Réseau permettent à leur échelle, je trouve aussi, de pouvoir faire des liaisons avec ces acteurs et puis les exigences ou les attentes de chacun. C'est vrai que on parle beaucoup de données. Nous, avec Conversation Constructive, justement, on aime bien promouvoir un petit peu les données ouvertes, ou en tout cas les solutions ouvertes. Est-ce que l'ASIT a aussi un peu des actions en faveur justement de l'ouverture, soit de l'open data, soit de solutions ouvertes, logicielles ou autres? Alors, bien sûr, en tant qu'association qui a dans son ADN l'objectif de faciliter l'accès aux données, la thématique de l'open data est forcément une thématique qui nous anime et puis qui en interne est discutée. C'est un sujet qui n'est pas nouveau maintenant. Je pense que ça fait une petite dizaine d'années qu'en Suisse, les initiatives ont commencé à apparaître. Il y a des cantons qui ont été précurseurs ou des communes. Depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi au niveau de la Confédération qui impose de facto le Open by Default, donc qui finalement inscrit dans la loi fédérale ce principe. Ça va gentiment redescendre au niveau des cantons et des communes. Donc c'est vraiment une thématique qui est pour nous d'actualité.
Et en 2023, on a eu un groupe de travail spécifiquement dédié à cette thématique qui nous a permis justement d'identifier de quelle manière, en tant qu'association, on peut accompagner nos membres fournisseurs pour ceux qui le souhaitent, puisque une fois de plus, ça reste une démarche volontaire et c'est la politique de chacun, mais ceux qui le souhaitent de pouvoir tendre vers de l'open data. Et ça fait partie de nos missions. Donc ouais, l'open data est clairement, parmi d'autres thématiques, une thématique importante pour avancer sur la diffusion des données. Oui. Puis justement, tu dis, vous avez eu cette réflexion, mais est-ce que vous avez aussi justement en tant que relais un moyen d'aiguiller un petit peu vos fournisseurs sur comment bien mettre à disposition des données justement en format de données ouvert ou en schéma ouvert, etc. Est-ce que vous avez des choses que vous faites de ce côté-là? Ouais, alors justement, le groupe de travail dont je parlais en 2023 qui s'est penché sur cette question, le mandat du groupe de travail, c'était un peu de dire finalement comment on peut accompagner au mieux nos membres. Et puis, le livrable, c'était un plan d'action pour l'année en cours, là, 2024. Et puis, on a identifié 3 axes de travail. Il y en a un, c'est de produire une brochure, un guide pratique de mise en œuvre de l'open data dans son organisation. Donc ça, c'est une brochure qui vient de sortir, qu'on a publiée. Donc il y a une version papier, puis il y a une version en ligne aussi qu'on peut retrouver sur notre site internet en PDF. Du coup, on la mettra en lien dans la description. Ouais. Comme ça, il y aura un petit lien pour ceux qui veulent aller voir. Extra. La deuxième action très concrète, c'est qu'au niveau de nos portails, on est en train de les faire évoluer fonctionnellement pour les enrichir et des fonctionnalités spécifiques à l'open data. Typiquement, mettre plus en évidence quand la donnée est ouverte, faciliter le choix de conditions d'utilisation qui sont compatibles avec des licences ouvertes, ce genre de choses. Donc ça, c'est une deuxième action qu'on mène. Puis la troisième, dans quelques semaines, le 1er octobre, on aura une rencontre à site. Donc c'est notre format de 2 heures de séminaire à thème, et puis qui sera spécifiquement dédié à l'open data, où c'est une rencontre qui est ouverte à nos membres et aux non-membres. Donc n'importe qui est intéressé par la thématique peut venir et essayer d'un peu mieux comprendre comment l'open data peut se mettre en œuvre. Donc voilà 3 exemples très concrets là qui sont en partie en place déjà depuis le début de l'année et puis qu'on va continuer à faire évoluer sur les années à venir. Alors du coup, là aussi, on mettra en lien le lien vers l'événement, comme ça sera l'occasion pour les gens peut-être s'inscrire et puis participer s'ils peuvent à cet événement. Avec plaisir. En début d'année, le Conseil fédéral a lancé l'ouverture d'une procédure de consultation pour la mise en place de documentation moderne pour les données, on va dire, de conduite de surface et souterraine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ou nous résumer de quoi ça parle et puis qu'est-ce que ça va impliquer? Donc effectivement, c'est un projet dont la consultation est finie. Le projet, il est en cours. Donc en fait, sa forme actuelle, qui est sûrement sujet à modification suivant les retours et puis les positionnements de chacun, dit en gros 2 choses. C'est que tout gestionnaire de réseau a l'obligation, ou va avoir l'obligation, quand la loi entrera en vigueur, de remonter les plans de son réseau au niveau de son canton, en tout cas de son territoire cantonal. Ça, c'est la première grand principe. Donc, on va pouvoir, au niveau de chaque canton, déjà fédérer toutes ces données dans une base commune. Et puis après, à charge de chaque canton de remonter au niveau d'un serveur d'agrégation national pour avoir l'ensemble des données de l'ensemble des flux, des types de réseaux disponibles sur l'entier de la Suisse. Ça, c'est les deux, le principe un peu de subsidiarité qui va permettre à terme d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble du territoire national de toutes les conduites souterraines ou aériennes ou terrestres. Donc c'est un beau projet. C'est une vision à long terme, clairement, parce qu'il y a pas mal d'enjeux, surtout en termes d'acquisition de données. Il y a une grande disparité en fait entre les acteurs. Certains qui ont tout numérisé, voire même tout en 3D, des données extrêmement précises. Puis on a d'autres acteurs où les plans sont encore papier, parfois même dans la tête du municipal encore. Donc il y a encore du travail à faire, mais la vision, c'est celle-là. Et puis la mise en œuvre, alors je ne peux pas encore dire comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, nous, au niveau de l'association, c'est ce qu'on fait quelque part avec Plan Réseau depuis des années. Donc on participe bien sûr à ce mouvement et puis on contribuera à notre échelle comme on peut pour promouvoir en fait ce beau projet national.
Et puis, je sais pas si c'est déjà annoncé ou s'il y a déjà un objectif, mais finalement, au niveau de la qualité de la donnée, est-ce qu'on peut déjà espérer avoir tous nos réseaux en 3D en Suisse ou, enfin, est-ce qu'il y a un objectif qui a été mis de ce côté-là? Ouais, il y a des objectifs. Alors, il y en a un premier qui est respect d'un modèle, qui est la norme SIA 405 pour les réseaux. C'est pas une norme qui est récente, pourtant il y a plein d'acteurs qui la suivent pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un pas à faire, un effort qui va devoir être fait par pas mal de gestionnaires de réseau. Ça, c'est un des premiers objectifs, on va dire, si on parle des livrables, finalement, du produit final. Et puis, effectivement, l'aspect 3D, c'est aussi un élément qui est dans le projet, qui est aussi sujet à pas mal de discussions, si j'ai bien compris, parce que ça implique quand même, ça implique des coûts, en fait, d'acquisition de données ou de réacquisition des données qui ont été saisies en 2D. Quand les routes sont refermées, c'est pas forcément évident. Donc, il y a des vrais enjeux. Mais par contre, c'est vrai que sur le principe d'avoir, une fois de plus, en termes de vision, couverture nationale, dans un modèle uniforme à l'échelle de la Suisse qui suit cette norme SIA 405, avec idéalement de la 3D. Ouais, donc, on peut imaginer derrière des applications extrêmement intéressantes, que ce soit déjà en termes d'information à tous les métiers qui ont besoin de cette donnée, en termes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de projets. Ouais, on imagine plein de choses hyper intéressantes à terme. Ouais, mais c'est clair, en termes de projet, c'est super intéressant. Puis en termes justement d'éviter des dangers, comme tu disais avant, de vraiment savoir où c'est qu'on va creuser, etc., ce serait une énorme plus-value. Encore une fois, moi, je me positionne pour l'utilisateur final. Ouais. Après, je peux comprendre que la remontée d'informations et les coûts, du coup, qui va devoir payer ça, puis comment ça va devoir être acquis, ça, c'est encore des sujets qu'il faudra qu'ils débattent certainement au sein du projet, puis avec la Confédération et les cantons, quoi. Mais... Ouais, tout à fait. Surtout que dans la consultation, c'est assez intéressant, c'est que la consultation, elle s'est adressée avant tout aux administrations, aux cantons surtout, qui ont parfois redescendu au niveau d'associations communes, intercommunales, etc. Mais il y a toute une partie des acteurs qui sont des acteurs privés, puis ils n'ont pas été directement consultés, j'ai l'impression, ou en tout cas, j'ai peu entendu de retour de leur part, alors que ça va être eux qui vont être les plus impactés. Donc, je pense une fois de plus, la vision est hyper intéressante, elle est ambitieuse, elle est nécessaire, surtout quand on connaît les enjeux d'aménagement du territoire, de la concurrence en quelque sorte sur les espaces dont on a à disposition. La mise en œuvre, je pense que ça reste un long fleuve pas tranquille. Ouais, mais on se réjouit de voir un petit peu quand les premières choses arriveront, ce qu'on nous réserve. Et puis, aussi au niveau des activités du coup de l'association, moi j'ai eu l'occasion de découvrir votre journée de l'agent information en novembre l'année dernière, où justement il y avait énormément de thématiques intéressantes, avec aussi le milieu académique qui est venu présenter des choses. Il y avait vraiment des jolis projets présentés sur scène, avec des exposants. Enfin, vraiment une belle journée que vous faites d'ailleurs une année sur deux, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tous les 2 ans, ouais. Justement, quelles sont un peu vos prochaines activités ou actualités en termes d'événements, et puis où c'est que on va pouvoir vous retrouver dans les mois à venir? Ouais. Alors tout d'abord, une petite précision, la journée romande de l'agent information auquel tu fais référence, on est co-organisateur avec les cantons romans et la Confédération. Okay. Donc c'est vrai que la CIT joue un rôle important dans le sens où on a toute la coordination général de la journée, mais on est vraiment co-organisateur avec tous ces acteurs de Suisse romande. Alors, je peux déjà donner la date de la prochaine journée romande, parce que c'est vrai qu'elle a lieu tous les 2 ans. Puis on a eu un joli succès là, en novembre de l'année dernière, avec plus de 660 participants. Et puis la prochaine journée aura lieu le 13 novembre 2025, toujours au Swiss Tech Convention Center, donc sur le campus des PFL. Et puis là, on vise 800 personnes, donc on se réjouit déjà d'organiser cette journée. Voilà. Et puis pour des échéances plus courtes, on a ce format des rencontres dont je parlais, donc c'est un format de 2 heures, 2 heures et demie, qui a toujours lieu à Lausanne, juste à côté de la gare, donc quelque chose de très central qui permet facilement à tout un chacun de venir. Et puis 2-3 fois par an, on organise sur des thématiques qui sont liées à des problématiques, des points de vue sur des points sur une technologie ou des retours d'expérience. Vraiment l'idée, une fois de plus, de partager
Et puis ça, on le fait tous les 2 à 3 fois par an. La prochaine, j'en ai parlé, ce sera le 1er octobre, donc sur l'open data. Et puis l'année prochaine, je connais pas encore les thèmes, mais on en aura normalement une en février, puis une en juin. Les thèmes restent à définir. La prochaine échéance après ce 1er octobre, ce sera un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'organiser, de nature plus festive, puisqu'en fait, tu l'as peut-être compris, on fête les 30 ans de l'association cette année. Et donc, pour fêter dignement ces 30 ans, on a décidé de monter une exposition artistique. On a une collaboration avec des écoles d'art de la région, de Suisse romande. Et puis, l'objectif, c'est de proposer une exposition à Vevey sur la semaine du 11 au 16 novembre, durant laquelle on essaiera d'apporter un regard et de poser un regard un petit peu différent du regard plutôt très, très technique ou très cartésien des données sur le territoire. Là, l'idée, c'est vraiment de partir plutôt dans des univers un peu plus artistiques, poétiques, décalés. Et voilà, c'est notre événement que je vous invite je parle à vos auditeurs, que j'invite à venir visiter. Ça doit être une belle expérience immersive, mais aussi très, pour certains aspects, pas du tout dans les pixels ni dans le numérique. On a aussi voulu prendre le contre-pied de notre environnement et puis nos métiers qui se numérisent beaucoup. Puis l'idée, c'est aussi de revenir à des choses un peu plus terre-à-terre. Voilà, j'en dis pas plus, okay. mais... on se réjouit de découvrir. Ouais. Ben voilà, du coup, on arrive un petit peu à la partie finale. Donc, une petite question. Si tu étais à notre place, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose à laquelle on n'a pas pensé? Ouais, alors la question que j'aurais peut-être aimé qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Alors moi, ce que j'apprécie énormément, c'est le fait d'évoluer dans un environnement et dans un domaine où on rencontre énormément de monde, dans des métiers très différents. Parce que la géoinformation est tellement transversale à tellement de métiers qu'on peut avoir des gens au téléphone pour un support qui est géologue, et puis 2 heures après, on a une secrétaire dans une petite commune, et puis après, on a un géomètre qui va sur le terrain dans 1 heure, et puis il a absolument besoin de sa donnée avant, vite, il faut résoudre un problème technique, etc., etc. Donc en fait, on a plein de métiers différents, ce qui, je trouve, ouvre énormément l'esprit, enfin, ouvre la vision, en fait, sur la diversité des acteurs sur un territoire, et puis la diversité des métiers qu'on a tendance en fait à jamais assez connaître. Et puis je trouve ça, c'est toujours intéressant de savoir ce que font les autres. Et puis cette géodonnée, puis ce domaine de la géoinformation tisse un petit lien comme ça entre tous ces acteurs, et puis ça, j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est d'avoir un peu ce métier transverse comme ça, enfin, en tout cas, ce lien avec tout le monde, c'est aussi pour ça que nous, on va à la rencontre de gens avec le podcast à la base. C'était justement d'aller découvrir un peu ce que chacun fait dans son domaine. Donc, je comprends tout à fait. Et puis, justement, est-ce que tu as des recommandations, peut-être, pour nos auditeurs? Ça peut être justement de livres, de chaînes YouTube, n'importe quoi qui te plairait ou que tu aurais envie de partager avec eux? Ouais, alors un peu dans la lignée de cette expo artistique là qu'on est en train de préparer pour le mois de novembre prochain, il y a un livre que j'ai récemment découvert qui s'appelle Cartographie radicale, qui est un livre qui questionne en fait la carte en tant qu'objet, et puis finalement quel est le pouvoir de la carte, et puis son utilisation politique, scientifique, sociale, artistique. Et montrer que finalement la carte, un petit peu comme la statistique, on dit souvent, bon, on fait dire ce qu'on veut à la stat, on fait dire ce qu'on veut à la carte. C'est certainement pas faux. Et en tout cas, le message de ce livre, c'est un peu de dire finalement la carte, elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle est pas neutre non plus. Et j'aime bien en fait ces approches un petit peu, une fois de plus, moins cartésiennes que ce qu'on a l'habitude de devoir faire au quotidien, et puis d'un coup d'avoir une approche un petit peu où on prend de la hauteur, ou un petit peu original sur cet objet carte, même si on est beaucoup dans des cartes numériques maintenant, mais ça reste une représentation, et c'est un choix. Et ce choix, il est forcément guidé par des motivations, par des biais qui sont pas forcément d'ailleurs connus de nous-mêmes. Hein. On a tous nos biais.
Et j'ai beaucoup aimé ce livre, en fait, Cartographie radicale. Ok, merci. Je pense que je vais aller découvrir. Ok. Et puis, du coup, un petit peu notre gimmick, notre habitude. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une conversation constructive? Ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est savoir écouter pour entendre ce que dit l'autre. Et pour entendre, pour comprendre, et pas pour entendre dans le sens, pour derrière vouloir absolument répondre, ou contrer, ou voilà. Mais peut-être parfois dire, ok, j'ai entendu ce que tu as à me dire, et puis j'ai pas forcément de réponse, ou je vais peut-être aller dans ton sens, je vais peut-être pas aller dans ton sens, mais prendre le temps vraiment de comprendre ce que l'autre veut dire. Ça, je pense que c'est une conversation constructive. Sinon, c'est une pseudo-conversation où on est dans un ping-pong où on essaye surtout d'avoir le dernier mot. Et puis, je pense que c'est tout l'inverse d'une conversation constructive. Ouais. Merci. Et puis, merci du coup beaucoup d'être venu nous rencontrer ici à Lausanne dans les bureaux de M. chez Berger qui nous héberge pour ce nouveau format. Et puis, à bientôt. Ouais, merci beaucoup Sven pour l'invitation. Et puis, je suis très, très content d'avoir cette conversation avec toi. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Xavier Mérour de la CIT. On le remercie de cette conversation plus que constructive. L'information géographique est une donnée centrale pour tous les projets liés au territoire. C'est pourquoi il est crucial que tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, aient accès à des données fiables et de qualité. Pour celles et ceux qui souhaitent promouvoir le partage des données et de la connaissance, l'adhésion à la CIT est une bonne manière d'y participer. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager et commenter l'épisode dans vos réseaux. Sur ce, à bientôt.